Aujourd'hui, revenons sur cette personnalité autrefois moquée, mais qui, avec du recul, n'était pas aussi mauvaise qu'on le croyait. Écoutez, commençons par une histoire du football discrètement devenue l'une des plus incomprises. Arsène Wenger a quitté Arsenal en 2018 devant une foule qui avait hâte de le voir partir. Les banderoles Wenger Out flottaient depuis des années. Le récit était clair, une légende qui était restée trop longtemps, s'accrochant à des méthodes dépassées pendant que le club stagnait. Mais si l'on oublie la frustration et observe vraiment ses moyens. Lorsque Arsenal a déménagé à l'Emirates en 2006, le club a contracté une dette d'environ 390 millions de livres sterling. Wenger lui-même a dit qu'il ressentait une énorme responsabilité de faire traverser cette période au club, sans faire faillite. Pendant près de 10 ans, il a travaillé désavantagé, tandis que Chelsea et City étaient financés par des milliardaires. Pourtant, il a gardé Arsenal dans le top 4 pendant 20 saisons consécutives. Il a transformé Thierry Henry et Patrick Vieira en stars mondiales alors qu'ils étaient peu connus. Il a remporté un record de 7 FA Cups, il a réalisé la seule saison invaincue de l'histoire de la Premier League. Depuis son départ, Arsenal a enregistré des pertes totalisant des centaines de millions. Garder le club à flot tout en finissant 4e est difficile. On passe d'un coach resté trop longtemps à un autre sans doute pas assez soutenu. Unai Emery est arrivé à Arsenal en 2018 avec un CV qui aurait dû lui valoir beaucoup plus de patience. 3 titres consécutifs en Ligue Europa avec Séville, des trophées au PSG. Mais dans le nord de Londres, il est devenu la risée de 1000 bonnes vidéos des Bonnies et en novembre 2019, il était parti. La suite aurait dû bouleverser notre vision de son passage à Arsenal. Il a remporté une 4e Ligue Europa, un record, en battant Manchester United lors d'une séance de tir au but où Villarreal a réussi ses 11 tentatives. Il a ensuite mené Villarreal en demi-finale de la Ligue des Champions lorsque Aston Villa l'a appelé en octobre 2022. Alors que le club était 16e, Emery les a transformés en véritables prétendants au top 4, assurant une 4e place lors de la saison 2023-2024, leur première qualification en Ligue des Champions depuis 1982. En battant à la fois Arsenal et Manchester City en cours de route, Villa a même atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions avant de s'incliner face au futur vainqueur, le PSG. ESPN a un jour noté que le pourcentage de victoire d'Emery à Arsenal était en réalité le 3e plus élevé de l'histoire du club, avec 55%, un chiffre discrètement enterré sous le bruit d'une transition chaotique. Le problème à Arsenal, il s'est avéré, n'a jamais été seulement l'entraîneur, en parlant de problèmes qui allaient plus loin qu'un seul homme, Ole Gunnar Solskjaer, professeur de PS, pas un vrai entraîneur. Le verdict en ligne est tombé peu après la baisse des résultats, mais beaucoup ont ignoré cela. Solskjaer est arrivé dans un vestiaire laissé fracturé par l'ère Mourinho et il a immédiatement reconstruit le moral. Ses 19 premiers matchs en tant qu'intérimaire ont produit 14 victoires et il a égalé le record de la Premier League en remportant ses 6 premiers matchs égalant Ancelotti et Guardiola. Il a obtenu 2 classements consécutifs dans le top 4, une première pour Manchester United depuis la retraite de Ferguson en 2020-2021. Ils ont terminé 2e avec 74 points, marqué 73 buts en championnat et atteint une finale européenne. Son pourcentage de victoires au club était de 54,2%, ce qui fait de lui le 2e entraîneur de Manchester United, le plus performant depuis Sir Alex, devant Moïse et Van Gaal. Rashford Dieter, puis un record personnel de 22 buts, c'était sûrement le meilleur. Pogba a été l'arrière-gauche le plus régulier de United à cette période. Pourtant, rien de cela ne collait au récit. Ce qui a suivi depuis, la crise d'identité, le chaos du milieu de tableau. La valse des entraîneurs fait paraître ses 2e places bien plus difficiles à atteindre qu'on ne l'a reconnu à l'époque pour être resté à Old Trafford. Pendant un moment, aucune conversation sur les joueurs inadaptés de United n'est complète sans Fred. Le Brésilien est arrivé en 2018 et n'a jamais réussi à s'imposer. Les mêmes, passes ratées, ballons perdus sous pression, compilation de ses pires moments. Cette réputation lui colle à la peau, mais regardez au-delà de ces extraits. En 2022-2023, Fred a réalisé 19 interceptions, 13 dégagements et créé 30 occasions en Premier League. Une analyse de son pressing a révélé qu'il a exercé 154 pressions dans le tiers central sur une période comparable, soit plus que Rodri avec 95, Jorginho avec 100 et Fabinho avec 90. Il a marqué contre Barcelone, Tottenham et City. Il a joué dans un double pivot, comme numéro 8 avancé ou milieu chargé du pressing haut, selon le système. Après son départ, les médias qui se moquaient de lui se sont demandé pourquoi personne à United ne faisait comme lui. Ce n'est pas une coïncidence.
Une histoire similaire de chaos sous-estimé concerne Darwin Núñez. Les 85 millions de livres déboursés ont fait de lui une cible avant même qu'il ne joue une minute pour Liverpool. Et quand les occasions ont commencé à passer à côté, la conclusion a été qu'il était un flop immédiat. Mais les statistiques sous-jacentes racontaient une toute autre histoire, du début à la fin. Ses déplacements dans le dos des défenseurs étaient incessants, il affichait constamment de bons chiffres en XG et il étirait les lignes défensives d'une manière qui profitait directement à Soula et Diaz. Entré contre Newcastle, alors que Liverpool à 10 menait, il a marqué 2 fois pour offrir la victoire 2-1. En janvier 2024, il est devenu le premier joueur de Premier League cette saison-là à atteindre la barre des 10 buts sans pénalty et des 10 passes décisives. Luis Suarez, qui n'est pas du genre à distribuer les compliments à la légère, a dit de lui après une performance avec l'Uruguay « J'ai devant moi l'un des meilleurs numéros 9 du monde ». Était-il parfait? Loin de là. Le qualifier de flop est une conclusion paresseuse, fondée sur des extraits et non sur tous les matchs. Surtout maintenant que l'on voit à quel point il semble difficile pour Isak, un attaquant de classe mondiale, de s'intégrer dans ce même système. La deuxième période de Massimiliano Allegri à la Juventus a également suscité des critiques incessantes. Un football trop défensif, trop négatif, sans aucune ambition. Lorsqu'il a été limogé en 2024, très peu de gens l'ont regretté, mais les circonstances dans lesquelles il a dû travailler étaient extraordinaires. En novembre 2022, tout le conseil d'administration de la Juventus a démissionné suite à un scandale de fraude financière. Une déduction de 15 points a été annoncée quelques heures avant un match, qu'ils ont ensuite perdu 4-1. L'UEFA les a exclus des compétitions européennes pour la saison 2023-24. Pogba a reçu une suspension de 4 ans pour dopage. Fagioli a été suspendu pour jeu illégal. Allegri dirigeait un club en véritable chute libre institutionnelle, avec une dette qui avait atteint 389 millions d'euros et une masse salariale réduite de 16%. Son taux de victoire de 70,48% lors de son premier passage, 5 titres consécutifs en Série A, 4 doublés nationaux, 2 finales de Ligue des Champions, reste le plus élevé de l'histoire des entraîneurs de la Juventus. Désormais, avec une nouvelle direction en 2025-26, la Juve occupe la 5e place en Série A et vient tout juste d'être battue 5-2 par Galatasaray lors des barrages de la Ligue des Champions. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, ils ont encaissé 5 buts lors d'un match. Finalement, l'ennui aidait à maintenir le navire à flot. Et enfin, et peut-être le plus compliqué, Sepp Blatter. Soyons directs. Blatter a quitté la FIFA en 2015 à la suite d'un scandale de corruption qui a entaché tout son héritage. Rien de tout cela ne disparaît, mais la conversation a changé, depuis que Gianni Infantino a pris la relève. Sous Infantino, la FIFA a inutilement élargi la Coupe du Monde à 48 équipes, lancé une Coupe du Monde des clubs gonflée à 32 équipes qui écrasent les pré-saisons nationales, s'est vendu au Moyen-Orient et à l'Amérique, et a imposé un calendrier de compétition qui brise véritablement les joueurs. Beaucoup de supporters affirment que l'accent s'est presque entièrement déplacé vers la croissance commerciale. Blatter, malgré toutes ses fautes avérées, dirigeait au moins un format que les fans reconnaissaient et une instance dirigeante qui, du moins publiquement, gardait le football au centre. Le problème n'est pas sa compétence, mais quelque chose de plus troublant. Parfois, la personne qui remplace le problème en apporte d'autres. 7 personnages, 7 jugements qui n'ont pas vieilli comme prévu. Le football nous fait oublier nos anciennes pensées. Ces cas montrent que même les avis les plus sûrs peuvent mal vieillir. Qui s'en sort le mieux aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo.